tremblement de terre politique. Vous venez d'en parler avec la démission annoncée de David Cameron. Sur les marchés, c'est un crack. La livre sterling plonge, les valeurs bancaires dégringolent. L'Union européenne a échoué. L'Union européenne est en train de mourir. J'espère que c'est une première étape vers une Europe des nations souveraines, s'entraînant ensemble, voisines et amies, mais sans drapeau européen, sans hymne européen, sans président non élu. La Grande-Bretagne a posé sa candidature au marché commun. Comment faire pour que l'Angleterre, telle qu'elle vit, telle qu'elle produit, telle qu'elle échange, soit incorporée au marché commun? C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible. Aucune assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront, pour la plupart, même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. Comment peut-on imaginer une participation des citoyens dans un système où tout le pouvoir monétaire va être transféré à une banque centrale indépendante à Francfort, où notre politique budgétaire n'aura plus de réalité, et où toute notre politique, en quelque sorte, se décidera à un niveau qui échappera complètement aux citoyens, car c'est cela qu'on nous prépare. Alors, dans l'introduction, tout de suite, vous dites que on a le sentiment par bien des aspects que nous ne sommes plus tout à fait dans ce qu'on peut appeler un régime démocratique. C'est le point de départ. C'est une partie fondamentale parce qu'on comprend comment s'est installé le système qui aujourd'hui est à l'œuvre et comment on a une captation des richesses dans le monde comme rarement il y en a eu dans l'histoire. L'objectif, c'est que les multinationales gouvernent le monde. Et dire à la limite, elles n'auront plus besoin des politiques. Pour le moment, elles tiennent les politiques. Aux États-Unis, elles les tiennent par l'argent, parce qu'il faut financer les campagnes électorales. Chez nous, ils les tiennent parce qu'on a enlevé les pouvoirs des politiques. Comment réguler les multinationales? Car il faut les réguler. On ne peut pas les laisser sans pouvoir. Mais comment alors? Il faut avoir des politiques qui acceptent de s'affronter avec les multinationales. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, qu'on ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. On peut déléguer la souveraineté. On ne peut pas l'aliéner. Et, c'est un point important, toute délégation peut toujours être révoquée. On ne peut donc pas enchaîner les générations futures. Exactement. Le véritable et le seul débat oppose donc d'un côté ceux qui tiennent la nation pour une simple modalité d'organisation sociale désormais dépassée dans une course à la mondialisation qu'ils appellent de leur vœu, et de l'autre ceux qui s'en font une toute autre idée. La nation, pour ceux-ci, c'est quelque chose qui possède une dimension affective et une dimension spirituelle. C'est le résultat d'un accomplissement, le produit d'une mystérieuse métamorphose par laquelle un peuple devient davantage qu'une communauté solidaire, presque un corps et une âme. De Gaulle disait « La démocratie, pour moi, se confond exactement avec la souveraineté nationale ». On ne pouvait mieux souligner
que pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'existe un sentiment d'appartenance communautaire suffisamment puissant pour entraîner la minorité à accepter la loi de la majorité. Et la nation, c'est précisément ce par quoi ce sentiment existe. Or, la nation, cela ne s'invente pas, cela ne se décrète pas plus que la souveraineté. Le fait national s'impose de lui-même, sans que personne puisse en décider autrement. Il n'est ni repli ni rejet, il est acte d'adhésion. Car la nation, ce n'est pas un clan, ce n'est pas une race, ce n'est pas une tribu. La nation, c'est plus fort encore que l'idée de patrie, plus fort que le patriotisme, ce noble réflexe par lequel on défend sa terre natale, son champ, ses sépultures. Car le sentiment national, c'est ce par quoi on devient citoyen, ce par quoi on accède à cette dignité suprême des hommes libres qui s'appelle la citoyenneté. À un moment donné, il faut savoir, quand on est un immigré, qu'on arrive dans un pays qui a derrière lui plus de 1000 ans d'histoire. Et si on rejette cette histoire, si on ne la connaît pas, si on ne l'enseigne pas, si on ne l'apprend pas, on restera toujours en dehors. Le sentiment d'appartenance, il reste national. Quand vous posez la question à un Français, un Allemand, un Anglais, est-ce que vous sentez plutôt anglais, enfin, ou britannique, ou européen? Il vous répond britannique. Un Français, français. Un Allemand, allemand. Un Italien, italien. Il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples européens, il n'y a pas de peuple européen. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas de base à la souveraineté d'une institution européenne. Quand on essaye de penser le XXIe siècle, quand on voit la montée de la Chine à la faveur des mutations du capitalisme, engagées, comme je vous l'ai dit, dès 1979 par Deng Xiaoping, mais la Chine aujourd'hui, c'est les 3/4 du PIB américain en termes de pouvoir d'achat. Et quand on voit ce monde qui se façonne sous les yeux, avec une Chine qui entraîne dans son orbite la plupart des pays de l'Asie, avec les Américains qui conçoivent une stratégie d'endiguement, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'idée de l'Europe est une bonne idée, mais à condition d'être conçue de manière opérationnelle. Or, elle n'a pas été conçue de manière opérationnelle, elle a été conçue de manière technocratique, d'une manière beaucoup trop étroite. Et il est temps que la politique reprenne ses droits. Qu'il serait merveilleux que disparaissent toutes les différences de race, de langue, d'idéologie, de richesse, toutes les rivalités, toutes les frontières qui divisent la terre depuis toujours. Mais quoi? Si doux que soient les rêves, les réalités sont là. Et suivant qu'on en tient compte ou non, la politique peut être un art assez fécond ou bien une vaine utopie.